Bienvenue dans le débat de France 24. Pagaille à gauche, rassemblement à droite. C'est résumé en une phrase le bilan du week-end. Tandis qu'à nouveau, plus de 4 millions d'électeurs prenaient le chemin des bureaux de vote pour exiger la rupture et porter en triomphe leur nouveau champion, François Fillon. La majorité, elle, se déchirait entre les deux têtes de l'État. Diarchie inédite entre l'Élysée et Matignon qui ont tenté de régler leurs différends autour d'un déjeuner aujourd'hui. Verdict officiel, Manuel Valls est toujours Premier ministre. Il entend bien le rester jusqu'à nouvel ordre. Pour essayer de comprendre où va la France, on est avec Anita Auxerre, journaliste politique à Atlantico. Bonjour, vous êtes auteur d'Ennemis de 30 ans aux éditions du Moment. Ils ne le sont plus. En couverture, et voilà, ils sont presque réconciliés. Non, parce que Nicolas Sarkozy avait appelé à voter François Fillon, et donc pas Alain Juppé, en face duquel donc, il figure sur la couverture de votre livre. Face à vous, Hélène Pilichowski, éditorialiste politique. Bonjour Hélène. Bonjour. Également avec nous, Claude Veil, éditorialiste politique à Nice Matin, Var Matin, et Yves-Marie Kahn, directeur des études politiques à l'Institut d'études d'opinion ELAB. Alors, à l'issue de son déjeuner en tête-à-tête avec le président à l'Élysée, Manuel Valls fait dire à l'AFP qu'il écarte toute démission de Matignon en soulignant qu'il ne saurait y avoir de confrontation politique dans le cadre d'une primaire entre un président et un Premier ministre. Anita Auxerre, comment comprendre ces paroles comme une reddition de Manuel Valls ? En apparence, oui. Je dirais, on était dans une situation totalement ubuesque. Imaginez que les deux têtes de l'exécutif s'affrontent au sein d'une primaire. Enfin, c'était inimaginable. C'était ubu, c'était le cirque, c'était tout ce que vous voulez, c'est pas pensable. Et quand Jacques Chirac s'est présenté contre Valéry Giscard d'Estaing, il a démissionné. Oui. Là, on aurait pu imaginer le Premier ministre et le Président de la République aller devant les militants en disant « choisissez le meilleur » et puis peut-être que Montebourg va nous départager. Enfin, tout ça a été grotesque. Maintenant, le problème n'est pas réglé entre eux. En réalité, Manuel Valls exerce une forte pression sur François Hollande pour qu'il ne se représente pas. Et comme il ne peut plus le faire maintenant, puisqu'il y a eu cette espèce d'entente à l'heure du déjeuner, ce sont les députés proches de Manuel Valls qui s'en chargent. On ne peut donc pas conclure, Hélène Pilichowski, à l'heure qu'il est, que Manuel Valls n'ira pas et qu'il laisse la voie libre à François Hollande pour une nouvelle candidature. C'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais le dire tant qu'on ne sait pas si le président y va. Mais selon toute vraisemblance, oui. si le président de la République a recadré aujourd'hui, parce que c'est ça dont il s'agit quand même, il a recadré son Premier ministre, c'est parce que lui-même a bien l'intention d'y aller. D'ailleurs, on a appris, je crois savoir, que le président devrait aller en Corrèze ce dimanche, et je me demande justement s'il ne va pas choisir son département d'origine, du moins son département d'élection, sa terre d'élection, pour annoncer sa candidature. Souvenez-vous de Jacques Chirac. Avec Marie-Josée Roig, oui. Avec Marie-Josée Roig, c'était en Avignon, si vous voulez. C'était un peu différent. Jacques Chirac n'avait rien à voir avec Avignon, mais il avait choisi ce modèle-là, si vous voulez, pour se montrer qu'il était au cœur de la France, en province, et que c'était beaucoup mieux que d'annoncer ça depuis les instances parisiennes. Donc peut-être c'est pour dimanche, on n'en sait rien. Alors quant à Manuel Valls, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse maintenant ? À partir du moment où le président lui dit « moi j'y vais parce que je préfère sortir de cette manière-là si je ne dois pas faire un second mandat, je préfère y aller, montrer que j'ai du courage, que je veux aller à la rencontre des Français, plutôt que de renoncer à l'avance, qui est pour lui une sorte de démission, si vous voulez. » Donc voilà, est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison ? C'est pas... L'avenir le dira, c'est pas à nous de... Voilà. Claude Veil, qu'est-ce qu'on peut dire finalement à l'heure qu'il est des intentions de Manuel Valls et de François Hollande tout ça est transparent. Et du champ des possibles, parce qu'aujourd'hui, en restant finalement explicitement à Matignon, Manuel Valls a peut-être retardé la possibilité d'une candidature quand même. C'est très difficile d'être un plan B. C'est très difficile d'assumer le rôle de doublure. C'est-à-dire que ça fait un moment que Manuel Valls retourne cette équation dans sa tête. Je peux être candidat que si François Hollande n'y va pas. Or, il est plus probable que François Hollande y va. Donc, s'il y va, à ce moment-là, je ne pourrais pas y aller. Mais s'il n'y va pas, il faudrait que je sois prêt. Mais pour être prêt, il faut que je fasse savoir que je suis prêt à aller. Enfin, il retourne ce truc et donc, il nous fait ces séquences de tension détente là, qui durent depuis 2 mois, où chaque fois, les deux hommes n'ont plus confiance l'un dans l'autre. Valls est convaincu, à tort ou à raison, qu'il serait un meilleur candidat que François Hollande. Mais en réalité, il y a toutes les chances pour que François Hollande se représente. Pourquoi ? Parce que François Hollande, d'une certaine façon, chaque jour qui passe rend sa candidature plus évidente. S'il avait décidé de ne pas se représenter, il aurait envoyé des signaux plus tôt signifiant qu'il avait l'intention de passer la main de façon à ce que
le Parti socialiste et son entourage puissent se retourner. Plus le temps passe, plus, d'une certaine façon, il ferme le jeu. Il donne surtout des signaux qu'il y va. Il n'a donné que des signaux qu'il était prêt et qu'il est absolument décidé à y aller, ce qui rend absolument... Quand on est orgueilleux et ambitieux comme Manuel Valls, l'idée d'être simplement animateur de la campagne de quelqu'un dont il est convaincu qu'il va perdre, c'est pas très excitant. Et il peut pas y aller contre. C'est ce qu'on avait senti finalement. Il n'a c'est ce qu'on avait jamais compris. Non, hier ça c'était un chantage de l'interview au JDD. Ça fait partie des manœuvres de Valls pour dissuader Hollande. Il lui a dit entre quatre yeux 10 fois, tu devrais pas y aller. Là, il l'a dit quasiment publiquement, mais il sait bien qu'il n'a fait en réalité pas de prise sur la décision de François Hollande et que c'était simplement une fois de plus une manière de lui mettre la pression. Mais je pense vraiment qu'il n'a jamais envisagé sérieusement d'aller en primaire contre lui. Oui, il n'en peut plus. C'était inimaginable. C'était ce que Il enrage, demandait en Claude fait. Bartolone. Non, mais il n'en peut plus, si vous voulez. Non, mais Il a en Bartolone face- aussi, oui. c'était juste une peau de banane sous les pieds de Hollande. c'est une revanche personnelle. Bartolone ne pensait Ouais. pas davantage qu'ils allaient être tous les deux en primaire. Hein. Mais c'est très très dur, je pense, pour lui de supporter le visage implacable du président tout le temps, si vous voulez, et de ne pas savoir, de même pas savoir ce qu'il pense, d'être avec lui, de se voir pendant 1 heure, d'être l'un à côté de l'autre, de chuchoter à l'oreille. On a vu partout où ils sont, d'être là, alors qu'il ne sait absolument pas quelle est son intention. Et la force de François Hollande, qui est aussi sa faiblesse par ailleurs, c'est justement d'être capable de ne rien dire, peut-être parce que parfois sa décision n'est même pas prise, mais en tout cas, même s'il il ne le dira pas, il attendra la dernière seconde. Et c'est pour ça qu'il piaffe, Manuel Comme disait Valls. Mitterrand, il ne se le dit même pas à lui-même de peur que sa physionomie ne le trahisse. C'est exactement ça. Yves-Marie Cahn, ce qui est derrière aussi la démarche de Manuel Valls, c'est de laisser penser, de croire sans doute lui-même qu'il est un meilleur candidat, comme le disait Hélène, que François Hollande. Est-ce que c'est ce qu'attestent les études d'opinion à l'heure qu'il est ? Non, aujourd'hui, très clairement, les études d'opinion ne montrent pas que l'hypothèse Valls a plus de chances de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle que l'hypothèse Hollande. Pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le bilan de Manuel Valls, le bilan de François Hollande, c'est aussi le bilan de Manuel Valls. Ça fait 2 ans et demi qu'il est maintenant Premier ministre, et donc les déceptions, les mécontentements suscités par l'action de l'exécutif, c'est aussi, aussi porté au passif du Premier ministre actuel. Et puis, il y a eu aussi un certain nombre d'épisodes, notamment la loi El Khomri, dont on ne parle plus, mais qui a quand même beaucoup cassé la relation de Manuel Valls avec une partie de la gauche. Il faut quand même se souvenir qu'il y a encore quelques mois, Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable, de clarification, et aujourd'hui, il nous dit le contraire. Donc déjà, en termes de message, il y a quand même une absence de cohérence qui peut quand même troubler déjà les militants socialistes, mais aussi les électeurs de gauche dans leur ensemble. Et ça contribue quand même à brouiller le message. Après, il est évident qu'on voit bien que la stratégie de Manuel Valls, effectivement, c'est de décourager la candidature de François Hollande. On ne sait pas si François Hollande a pris sa décision, mais quand bien même il aurait pris sa décision de ne pas y aller, il n'est pas dans l'intérêt du président de la République, et je dis bien le président de la République, pas l'homme, celui qui a la fonction, de ne pas donner prise aux moindres spéculations, en tout cas de donner le moindre indice quant au fait qu'il y aille ou pas, parce qu'à partir du moment où prenons l'hypothèse que François Hollande ne soit pas candidat. À partir du moment où il déclare qu'il n'est pas candidat, François Hollande n'a plus aucun poids politique. Oui, mais ça va arriver de toute manière. C'est-à-dire que s'il n'y va pas, que ce soit fin novembre ou mi-décembre, le résultat sera le même. Et s'il est battu à la primaire, ce sera même sans doute pire. Ce sera même sans doute pire, mais en tout cas, pour l'instant, il est dans l'intérêt du président de la République, pas forcément du candidat Hollande, mais en tout cas du président de la République, de retarder autant que faire se peut l'échéance, parce que le contexte va considérablement changer à partir de sa déclaration de candidature ou de non-candidature. Anita Ce qui anime François Hollande, c'est qu'il est convaincu que lui peut fédérer la gauche. Alors pas toute la gauche, mais quand même davantage que Manuel Valls, parce que vous faisiez allusion tout à l'heure à la loi El Khomri. Manuel Valls, c'est la droite du PS. Bon, François Hollande a quand même une image plus pacifique, j'allais dire. Et il ne porte pas personnellement, même si c'est le cas, le poids de la loi El Khomri qui a quand même déchiré la gauche. François Hollande, c'est un peu le gardien du temple socialiste. La preuve, c'est que Martine Aubry donnera jamais son aval à la candidature de Manuel Valls, alors qu'elle soutiendra, peut-être contre son gré, vraisemblablement contre son gré d'ailleurs, mais elle soutiendra François Hollande. C'est ce qui devait se passer samedi dernier d'ailleurs. Oui. C'est ce qui devait se passer. Il devait y avoir un appel conjoint de Martine Aubry et de Christiane Taubira à une candidature Hollande. Et Bartolone a totalement saboté le plan d'une certaine manière. Les deux ont un argument fort. L'argument Hollande, il a été très bien dit par Anita, c'est je suis le point moyen. Je suis au centre du dispositif, comme la balance, comme le fléau de la balance de Roberval, tout tourne autour de moi. Et l'argument de Valls,
Valls, c'est regarder les primaires, regarder Duflot, regarder Sarkozy. Les Français vont te virer. Et les Français, maintenant, ils sortent les sortants. Donc, si tu y retournes, tu vas subir le même sort que Sarkozy. Lui-même n'est pas un sortant. Oui. Fillon l'était d'une certaine façon. L'argument de Valls pendant longtemps, oui, mais Fillon était considéré comme comptable du bilan Sarkozy. Est-ce que Valls l'est? Valls pendant longtemps... Je reprenais l'argument de Valls, je n'ai Oui. pas dit que c'était le mien. Valls pendant longtemps parlait, en tout cas davantage que François Hollande, aux électeurs du centre. Est-ce que l'irruption de Macron dans le jeu politique n'a pas complètement finalement saboré sa candidature, Yves Marica? Oui, en tout cas, ça rebat les cartes, ça complique la donne pour Manuel Valls. On a bien vu d'ailleurs qu'il y a lorsque Emmanuel Macron était encore ministre de l'économie, on a bien vu que les pressions, enfin les tensions allaient de façon de plus en plus forte. Et donc, effectivement, ça complique la donne pour Manuel Valls. Mais je dirais que d'une certaine façon, Manuel Valls s'est piégé lui-même. C'est-à-dire que on l'a vu au cours des 12 derniers mois, en gros. Mais d'abord, la première erreur, je pense, pour Manuel Valls, pour parler à sa gauche, c'est qu'il a commencé par caporaliser le gouvernement. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus qu'il y ait une seule tête qui dépasse. Il n'y avait plus que le Premier ministre qui avait droit de parole et droit de citer. Et ça, pour le peuple de gauche, c'est pas forcément un des meilleurs signaux à envoyer en termes de capacité, justement, à valoriser et à mettre en œuvre une stratégie collective. Oui, mais il faut se souvenir qu'à son arrivée, après Jean-Marc Ayrault, un certain nombre de ministres lui ont sugré, justement, de bien savoir régenter ce gouvernement qui était le gouvernement des couacs. Et c'est ce que lui avait demandé Hollande. Il était là pour ça, bien sûr. Certes, mais il y a une nuance entre, effectivement, maîtriser la communication et les prises de parole du gouvernement et ne plus avoir une seule tête qui dépasse. Il faut quand même... La gauche, le peuple de gauche, est quand même attaché à la culture du débat. Et c'est vrai qu'on a l'impression depuis un certain temps qu'au sein de ce gouvernement, le débat, c'est pas que le débat n'a pas lieu, c'est que le débat n'est plus permis. Et ça, effectivement, ça accroît finalement le fossé entre l'exécutif et plus particulièrement Manuel Valls et une partie de l'électorat et de ce qui reste notamment de l'électorat socialiste. Alors l'illustration que le débat n'est plus permis, en tout cas quand il s'agit de candidature présidentielle, écoutez ce que disait ce proche de François Hollande ce matin, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement. Il n'y aura pas de primaire entre le président de la République et le Premier ministre. Les choses doivent être dites et de manière claire. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas s'imaginer. Sauf dans des esprits qui ont un peu tendance à confondre leur ressentiment personnel avec l'intérêt général. L'électeur de gauche, nous disait Yves Marica, n'aime pas qu'on le caporalise. Est-ce que là, d'une certaine manière, avec cette sortie de Stéphane Le Foll qui appelle à sévir, est-ce qu'on a réellement songé, comme ça a pu paraître un peu dans les journaux ces dernières heures, à démissionner Manuel Valls? Il y a une rumeur qui donnait Cazeneuve à Matignon. C'est crédible ça, Anita Hausser? C'est crédible s'il démissionne. Je pense que ce serait... Dans la République hollandaise, on ne vire pas les ministres. Hein. Ils partent d'eux-mêmes, en fait, souvent. Éventuellement les sous-ministres, mais les premiers ministres, c'est plus rare. Oui. Écoutez, je reviens à ce que j'ai dit au début. C'est une situation tellement inhabituelle, tellement inédite et un peu folle que... Non, c'est un jeu de je te tiens, tu me tiens. Pourquoi Cazeneuve? Enfin, pourquoi c'est l'hypothèse qui est ressortie? Parce qu'il était en tête de l'agenda aujourd'hui du Si vous voulez un homme fiable, déterminé, silencieux, taciturne, qui bavarde pas avec les journalistes et qui tiendra la maison, prenez Cazeneuve. Et qui sait organiser des élections. Et qui s'entend très bien avec François Hollande. Et qui s'entend très bien. C'est l'homme de confiance. Il y en a deux, c'est Le Drian et Cazeneuve. C'est le couteau suisse, il a été quasiment à tous les postes stratégiques au gouvernement. Et il a été bon à tous les postes. Aux affaires européennes, au budget et à l'intérieur. Il a été bon à tous les postes. En tout cas, on imagine... Il ne parle pas, ne fait pas de confidence. Ouais, on n'imagine pas François Hollande remercier son Premier ministre. Quand on voit à quel point ça a été difficile pour lui, alors qu'il était un peu acculé de le faire, avec Jean-Marc Ayrault, le temps qu'il a pris, si vous voulez, et qu'il n'a pas osé, on peut dire, lui dire en face. Vous vous souvenez, ça a été tellement raconté partout, y compris encore dans le fameux livre. Confié aux journalistes, on a l'impression qu'il veut beaucoup plus tôt mettre fin au Beaucoup l'avaient su avant, si vous voulez, mais ça a été redit dans le bien décrit dans le livre. Donc on imagine mal la mesure d'autorité avec son Premier ministre. Moi, j'imagine très bien mettant Manuel Valls en demeure. De partir? Oui, parce que François... connaît mieux François Hollande que moi, il a des colères froides aussi. Donc, je pense que là... Mais est-ce qu'il a intérêt? Oui, il calcule son intérêt. Je pense que Hollande ne regarde jamais que son intérêt politique. Valls a compris que son intérêt n'était pas de Moi, je pense que c'est l'intérêt ni de l'un ni de l'autre, de toute façon. Et je ne pense pas que Hollande ait intérêt à se débarrasser de Valls maintenant, à 5 mois des élections. Manuel Valls se serait porté à son débit de quitter le gouvernement aujourd'hui? Bien sûr. Oui.
En raison du contexte sécuritaire. Il aurait du mal à l'expliquer, puisque son discours depuis 2 ans, c'est moi, je suis la fidélité incarnée, j'irai jusqu'au bout. Moi, je suis loyal. Je tiendrai la machine jusqu'au bout, je n'ai pas d'ambition. L'agenda appartient au président, je me déterminerai en fonction de son agenda. S'il sortait maintenant, il faudrait qu'il explique pourquoi. C'est pas ça. Son message est inaudible actuellement. En tout cas, parmi les autres candidats, hier, même Montebourg avait l'air surpris que les deux veuillent y aller ou donne l'impression de vouloir y aller. Il les exhortait presque à se mettre d'accord, alors que ça ne sert absolument pas les intérêts de Montebourg d'en avoir un. Il préfère, lui, on l'imagine, avoir les deux qui se divisent les voix. Non, enfin, ce serait du pain béni pour les frondeurs, d'avoir deux candidats sur la ligne social-libérale. C'est compliqué pour lui de rassembler autour de lui, quand même. Non, je ne crois pas. Je crois que ce serait plus compliqué, parce qu'Arnaud de Montebourg, il lui faut du monde, quand même, s'il veut gagner la primaire. En tout cas, ce qui est amusant, c'est dans le communiqué d'annonce donc de la réconciliation, je ne sais pas comment on peut dire, voilà, c'est de voir qu'il y a l'argument du terrorisme qui est invoqué. Alors, c'est un peu en cette période difficile pour la France, avec les risques liés au terrorisme. Donc, nous restons à nos postes sagement l'un à côté de l'autre. C'était plutôt, je ne sais pas qui a eu l'idée des deux, qui a eu l'idée. J'ai mon idée sur celui qui en est l'auteur, mais voilà, je la garde. Yves-Marie Cahn, Mélenchon se frotte les mains en ce moment. Dans quel état la gauche va aborder la présidentielle ? Dans un état très, très difficile, un état de division déjà, parce que si on s'amuse à compter, à recenser les candidatures de gauche à l'élection présidentielle, on arrive, il me semble, entre 7 et 8 candidatures. C'est dire que le scénario qui est en train de se mettre en place, si celui-ci se confirme dans les mois qui viennent, c'est un scénario à la 2002. On connaît le résultat de 2002, c'est ce qui pend au nez de la gauche, c'est-à-dire pas le fait de perdre l'élection présidentielle, déjà la disqualification dès le premier tour. Plus il y a de candidats à gauche et plus la probabilité de perdre dès le premier tour est extrêmement forte. S'ajoute à ça un contexte effectivement qui est extrêmement difficile parce que la gauche, il n'y a pas d'appétence, en tout cas la gauche aujourd'hui, elle rayonne pas aux yeux des Français. La gauche, elle a perdu d'une certaine façon déjà la bataille culturelle dans le débat public. Il n'y a plus un enjeu sur lequel elle sait comment vraiment se positionner. C'est la droite qui domine, mais la gauche est sur une ligne de crête et sait pas dans quelle direction donner. Et tout ça, effectivement, ça brouille les clivages traditionnels. Et puis surtout, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de leader incontesté, de candidat naturel qui émerge de toutes ces candidatures. Et ça, c'est très difficile quand même, en l'absence de leader incontesté, de créer une dynamique, ne serait-ce que pour la case primaire. Parce que l'étape primaire, quand même, qui aura lieu en janvier, ce qu'on regardera tous à ce moment-là, déjà, ce sera la participation. Plus de 4 millions de votants à la primaire de la droite. À moins de 2 millions, c'est un échec ? À moins de 2 millions, oui, c'est un échec. Parce que presque à 3 millions. C'est quand même 2 fois moins que la droite 2 mois plus tôt. Et puis surtout, c'est moins que la primaire de la gauche en novembre 2011. 2,6 millions au premier tour, 2,9 millions au second tour. Claude Veil, fort maintenant du soutien du Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon, il a franchi une étape. Il est certain d'avoir ses 500 signatures. C'était un doute qu'on pouvait avoir ces dernières semaines. Dans la grande pagaille de la gauche, en tout cas, c'est le seul élément du territoire qui est stabilisé. Lui, il a bétonné son truc. Ça pèse 13-15% selon les sondages. C'est-à-dire que ça en fait quand même l'homme de gauche actuellement le plus voté, comme disent les Anglais, dans les intentions de vote. Il a réglé son problème avec les communistes qui n'était pas simple parce que ah oui, ça on l'a vu. Ils ont un contentieux ancien. La moitié du Parti communiste l'aime autant qu'il le déteste. Un soutien du bout des lèvres. Oui, même le communiqué est quand même très froid. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est un problème réglé. Donc dans cette gauche en totale décomposition, en voie de morcellement, etc. C'est le seul élément stable et avec un discours constant, etc. Pour le reste, on voit bien que la gauche. D'abord, les gauches, arrêtons de dire la gauche, c'est une référence culturelle, une nostalgie, c'est tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça n'est plus une force politique opérationnelle. Si ça va de Poutou à Macron, ça n'existe pas. Un truc qui va de Poutou à Macron, c'est une mosaïque, appelez ça comme vous voulez, mais c'est sûrement pas une force politique. Là-dedans, il y aura de la perte. Tout le monde n'aura pas les fameuses signatures. Je suis pas sûr que Sylvia Pinel aura ses signatures. Je suis même pas sûr que le candidat écologiste ait ses signatures. Ça me paraît assez... Yannick Jadot, Yannick Jadot, c'est pas tout à fait gagné. Quant aux candidats qui se sont déclarés à l'intérieur de la primaire de la belle équipe, là, il y a un certain nombre de candidats qui sont là uniquement pour faire de la figuration et faire parler d'eux, qui n'ont évidemment aucune intention, je ne donnerai pas de nom, de devenir président de la République, parce qu'en réalité, la partie n'a pas vraiment commencé. Pour le moment, la gauche ne peut exister, tant que Hollande n'est pas sorti du bois, ne peut exister qu'en contre. C'est-à-dire, la gauche, c'est ce qui est contre Fillon. Oui. Mais il y a aussi Le Pen qui est contre Fillon, d'ailleurs. Oui. Donc, au fond, leur meilleur argument actuellement pour tenter
de remobiliser un petit peu, c'est lisez le programme Fillon. Et regardez la purge thatchérienne qu'on vous prépare. Et on va en reparler dans un très court instant. Merci Claude Veil pour cette transition toute trouvée. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite.